La Société vietnamienne de radiologie pour son invitation. On est très heureux de nous retrouver parmi vous aujourd'hui pour cette présentation qui est consacrée au syndrome de la veine cave supérieure et la prise en charge par un traitement endovasculaire. Nous allons essayer en une vingtaine de minutes d'en préciser un peu les principales caractéristiques techniques, qu'il s'agisse de syndrome cave supérieur d'origine maligne, les plus fréquents, ou d'origine bénigne. De quoi s'agit-il? Syndrome cave supérieure, deux situations possibles, la survenue brutale des symptômes, qui sont donc un œdème facial et des membres supérieurs, cyanose, dyspnée, turgescence jugulaire, maux de tête, troubles neurologiques et tout, ou bien quand la collatéralité s'est développée progressivement avec le développement progressivement de l'obstacle, la survenue de symptômes beaucoup plus atténués, beaucoup plus limités, si bien que le diagnostic aujourd'hui repose avant tout sur la radiologie et avant tout sur le scanner qui est l'étape cardinale du diagnostic. Excusez-moi, de vous faire part de toutes les étapes techniques en 20 minutes. Il me semble qu'il fallait sélectionner les questions essentielles que voici. Elles sont au nombre de 8, en commençant par les 3 premières. Doit-on réaliser une dilatation au ballon simple ou un stenting? Si on fait un stenting, doit-il être réalisé seul après prédilatation ou complété par une dilatation? Et troisième question, quel stent choisir? Première question donc, ballon simple ou stenting? Eh bien, on a affaire à l'association d'une compression, d'une infiltration, d'une thrombose dans un certain nombre de cas, si bien qu'aujourd'hui, pour la plupart des auteurs, c'est le stenting qui est le traitement de première intention de ces syndromes cave supérieure. Ici, le sténose cave supérieure d'origine néoplasique, qui est stenté avec le rétablissement d'une lumière endo-stent de bonne qualité. Autre patient, 61 ans, amaigrissement, dyspnée, syndrome cave supérieure, fibroscopie objective, un carcinome neuroendocrine qui est traité par corticothérapie et héparine, amélioration partielle amenant à un stenting 2 semaines plus tard. Voilà le scanner réalisé chez ce patient, l'angio correspondante avec une sténose très localisée de la veine cave supérieure qu'on a stenté puis dilaté à l'intérieur du stent pour aboutir à la restauration d'une lumière correcte avec la crosse de la zygose qu'on opacifie en arrière du stent à travers les mains. Deuxième question, c'est stenting doivent être réalisés isolés ou bien avec un accompagnement par dilatation au ballon. Eh bien aujourd'hui, on considère que une prédilatation au ballon a pour avantage de préciser très clairement le site exact de la lésion, de la sténose. Dans ces cas-là, il faut utiliser un ballon de plus petite taille que celui de la veine cave supérieure. En fait, en pratique, cette prédilatation est rare et elle n'est utilisée qu'en cas de difficulté de glissement. Par contre, quand on a stenté, une dilatation complémentaire au ballon est fréquente, notamment après l'utilisation de stents auto-expansibles qu'on va aider à atteindre leur dimension. Le diamètre de ces ballons doit mesurer moins de celui du diamètre du stent choisi. On utilise des ballons à basse pression et il ne faut pas attendre l'expansion complète du stent qui, quand il est auto-expansible, va bénéficier de la force radiale qui s'exprime lentement après cette mise en place du stent. Troisième question, quel stent utiliser? Dans notre esprit, ce sont des stents auto-expansibles qui doivent être préférés. Le franchissement est plus facile et dans notre équipe, nous utilisons toujours dans cette indication le wall stent depuis de longues années. Ce wall stent doit être choisi un peu plus long que la longueur de la lésion traitée, avec un diamètre qui est celui de la veine cave supérieure. Il a pour inconvénient de se raccourcir un peu et de façon asymétrique et d'exposer au risque de migration parce qu'il glisse. Donc, il faut des stents suffisamment longs. L'avantage principal du wall stent, c'est que il y a une grande antériorité. Des publications multiples ont été utilisées avec ce stent. Il est recapturable, il est souple et on dispose d'une panoplie de diamètre et de longueur importante.
Mais à côté de ça, vous pouvez utiliser d'autres stents auto-expansibles en utilant en particulier qui ont l'avantage de ne pas se rétrécir. Les stents portés par ballonnet sont aujourd'hui abandonnés dans cette indication. Ils sont moins précis, ils sont plus courts et en pratique, après des utilisations au début des années 90, ils ont été progressivement abandonnés. Faut-il utiliser des stents à élution de médicaments? En théorie, oui, puisqu'on a affaire à une sténose néoplasique, mais les doses ne sont pas celles qui permettent de traiter une tumeur. Peut-on utiliser les stents couverts? Oui, on peut utiliser les stents couverts. Nous les réservons au traitement des perforations et des ruptures parce que leur positionnement est plus difficile et que leurs résultats sont sensiblement identiques à ceux des stents non couverts, même si il a pu être évoqué une plus longue perméabilité que les stents nus, mais il faut se rappeler que les stents en cave supérieure n'ont pas une espérance de vie très longue. Quatrième question, doit-on respecter la bifurcation cave supérieure, c'est-à-dire la reconstruire en faisant soit un montage en Y avec 3 stents, soit un montage en canon de fusil avec 2 stents? Eh bien, aujourd'hui, la littérature est claire, il n'est pas nécessaire de reconstruire la bifurcation cave supérieure, il suffit de rétablir la continuité avec une jugulaire et un côté, la collatéralité cervico-encéphalique est suffisante pour assurer le drainage de l'ensemble de l'extrémité cephalique du membre supérieur. Que doit-on faire en cas d'accès veineux central déjà en place? Si la chimiothérapie n'est plus nécessaire, eh bien on enlève le cathéter de chimiothérapie. Si elle est indispensable, il faut préserver la perméabilité de ces cathéters de chimiothérapie et de ces portes à 4 en particulier, avec 2 situations. On peut bouger l'extrémité du cathéter et alors on va le mettre en situation de parking pendant le stenting pour pouvoir refaire passer le cathéter dans le stent, et s'il n'est pas possible de le mobiliser, bien on le laisse en place en laissant le cathéter entre le stent et la paroi veineuse. Ça ne pose pas de problème habituellement. Voilà une situation de ce type avec, vous le voyez, un porte à 4 du côté gauche, une sténose cave supérieure qu'on va recanaliser par le côté droit en la traversant. On opacifie, on se rend compte que le tronc veineux innominé est correct et donc on va amener ce cathéter central en position de parking dans le tronc veineux innominé pendant qu'on réalise le stenting de la veine cave supérieure occluse, puis ensuite on ramène du parking le cathéter central du porte à 4. Question supplémentaire, après le stenting, faut-il anticoaguler, utiliser un antiagrégat plaquettaire? Eh bien, la littérature n'est pas claire sur le rapport bénéfice-risque et il n'y a pas de consensus à ce sujet. Il nous paraît logique de proposer au moins un antiagrégat plaquettaire avec Tony, Frédéric Tony, qui en a une bonne expérience. Nous, dans notre pratique, il nous arrive souvent, quand on a recanalisé une occlusion, de laisser en place par la voie brachiale l'implantation complémentaire d'une PICC line pour pouvoir assurer une anticoagulation localisée pour quelques jours. Voilà une situation de ce type avec un malade de 78 ans, un carcinome épidermoïde, un syndrome cave supérieure malin, sténose proximale de la veine cave supérieure très serrée, vous la voyez ici, elle est franchie, stentée, dilatée, et à l'intérieur, on va laisser par la voie droite un PICC line qui va permettre de réaliser une anticoagulation. Ce travail récent a recensé les avantages et les inconvénients de cette anticoagulation. Cette prévention des resténoses et des rethromboses de ces syndromes cave supérieure n'est pas totalement assurée par les anticoagulants. Il nous semble quand même que une anticoagulation à dose réduite doit être proposée, même en cas de sténose d'occlusion cave qui ne soit pas thrombotique, qui soit uniquement néoplasique. Comment doit-on assurer le suivi de ces syndromes cave supérieure? Il n'y a pas de recommandation dans la littérature. Dans notre groupe, nous réalisons un scanner à 8 jours pour s'assurer de la bonne perméabilité du stent, de l'état des collatérales, pas d'angiographie systématique si on ne doit pas faire de geste à l'intérieur. Et ensuite, après ce premier scanner à 8 jours,
on ne répétera pas de scanner spécifique, mais il va y avoir souvent un suivi oncologique du thorax qui permettra de vérifier l'état de la veine cave. Résultat du stenting cave supérieur en cas d'obstruction néoplasique, les auteurs sont concordants avec un succès technique qui varie de 95 à 100%, mais un taux de complication qui n'est pas nul, près de 6%, 6, 7, 8% en fonction des auteurs. Donc, il faut redouter d'une part les rosténoses qui vont être d'autant plus fréquentes que le suivi est long, ce qui, je le répète, n'est pas toujours le cas en cas de syndrome cave supérieur d'origine néoplasique. Les malades meurent souvent au bout de 6, 12, 18 mois. Par contre, des complications sont possibles en cours de procédure et être connues. Quels sont les facteurs prédictifs de cette perméabilité à distance des stents caves supérieurs? Eh bien, sans surprise, le facteur déterminant de l'échec technique, c'est la thrombose. Quelques thromboses sont difficiles à franchir. Vis-à-vis des complications, le facteur prédictif le plus important est l'utilisation de stents de plus de 16 mm. Il faut donc éviter de les utiliser. Enfin, vis-à-vis des rosténoses, eh bien, les facteurs suivants sont des facteurs exposants à la rosténose, occlusion cave au départ, thrombose cruorique associée à une sténose néoplasique et utilisation du wall stent. C'est des situations pour lesquelles il faudra être attentif. Dans ce travail de phase D, il était indiqué que l'anticoagulation au long cours n'influençait pas les complications ou les récurrences. Voilà le cas d'un patient de 55 ans avec une tumeur bronchopulmonaire polymétastatique, chez qui le syndrome cave supérieur a été traité par wall stent. Vous voyez que la compression cave est massive, on franchit au guide, on stent et on laisse une perméabilité cave qui était incomplète à ce moment-là, on a redilaté le stent. Et, surtout, un mois plus tard, le malade est revenu avec une réapparition des symptômes qui nous ont fait suspecter une rosténose. En fait, c'était une réocclusion, vous le voyez. On a pu franchir avec un guide, le récupérer au lasso par le bras, ici, puis dilater dans le stent. Le résultat est insuffisant. Aussi, nous avons utilisé un angiogète pour compléter cette recanalisation, thromboaspiration complète, qui permet de rétablir une ligne complète veineuse en étendant le stent en amont et en aval. J'insiste sur l'intérêt de ces angiosettes, ce système de thrombectomie, il nous semble très utile vis-à-vis de ces syndromes cave supérieurs quand on a affaire à une occlusion complète. Il va permettre de déterger et nous préférons l'utiliser à l'intérieur du stent une fois le stent posé. Je vous ai parlé des complications, elles sont rares, mais enfin, pas si exceptionnelles que ça. Vous voyez que dans la méta-analyse du Beroy, on a relevé près de 6%. Alors, il y a des complications classiques, œdème pulmonaire, embolie pulmonaire, des complications liées au matériel, fracture du stent, malposition, infection, migration du stent. C'est pourquoi nous utilisons des stents plutôt longs. Des complications hémorragiques aussi, au point de ponction, hémoptysie, et surtout une complication qu'il faut redouter, qui est la tamponnade. Cette tamponnade, elle peut être liée à une rupture de la veine cave supérieure, en particulier quand on utilise des stents volumineux de plus de 16 mm, et elle peut être aussi liée à une dissection et une perforation de la veine cave dans son trajet intra-péricardique. Voilà une patiente qu'on a traité par un stent de 14 mm de diamètre et 5 cm de long. On a redilaté à l'intérieur à basse pression. Vous voyez, le résultat était correct, sténose serrée, stenting, et puis sur l'imagerie de contrôle, la malade est immédiatement en détresse respiratoire, sans douleur, sans désaturation. Quand on analyse correctement l'image, on se rend compte qu'ici, il y a une fuite de contraste qui correspond à une extravasation péricarde. Alors, on a quand même fait systématiquement une angiopulmonaire pour vérifier qu'il n'y avait pas d'embolie pulmonaire massive. Il n'y en a pas. Le poumon est mal perfusé, mais c'est lié à la tumeur. Par contre, il y a sur l'écho faite sur table un hémopéricarde qu'on a drainé immédiatement et qui a permis de restaurer correctement les symptômes.
Après ces sténoses caves d'origine maligne, quelques mots des sténoses bénignes qui sont moins fréquentes, mais dont la croissance en fréquence augmente quand même dans notre pratique. Il peut s'agir de fibrose médiastinale liée à un phénomène primitif ou secondaire à une radiothérapie. Il peut s'agir de sténose en aval de chaîne de dialyse ou compliquant un cathéter veineux central. Enfin, il y a un cas particulier qui est celui des cardiopathies congénitales. On verra pour finir. Quelle attitude générale adopter vis-à-vis de ces sténoses bénignes? Eh bien, il nous semble qu'ici, on a affaire à un endothélium qui est relativement lisse, respecté, et qu'on risque d'avoir, plus que dans le cas précédent, une migration du stent. C'est pourquoi nous préférons réaliser une dilatation au ballon d'abord pour bien situer la lésion, et cette dilatation peut suffire ou être complétée ensuite par un stent. Voilà les résultats habituellement observés dans cette pathologie. Vous voyez que dans cette série de 44 patients, dans 4 cas, le ballon seul a suffi. 44 patients avec une sténose bénigne de la veine cave d'origine médiastinale, c'est une grosse série. 40 ont été traités par ballon avec un résultat insuffisant qui a amené à stenter avec, dans cette série, l'utilisation de wall stent puis de stent en nitinol. Avec cette attitude, on a affaire à des récurrences un petit peu plus fréquentes, vous voyez 20%, mais en se rappelant que les malades sont suivis très longtemps, plusieurs années après. Ce qu'il faut en retenir donc de ces fibroses médiastinales, c'est que le traitement endovasculaire est un traitement de première intention, mais qu'il doit être pensé en ne se coupant pas la route d'une chirurgie ultérieure ou de mise en place de cathéters centraux. Donc, les stentings ne doivent pas être trop longs. Je répète, dans notre pratique, dilatation au ballon simple, qui peut nécessiter l'utilisation d'un ballon à haute pression. Puis ensuite, si on a affaire à un échec, un recoil ou une neurosténose, on peut être amené à utiliser un stenting. Dans cette situation, on utilise souvent une anticoagulation au long cours s'il n'y a pas de contre-indication aux anticoagulants par ailleurs. Voilà un patient que nous suivons depuis près de 20 ans avec donc une fibrose médiastinale primitive et qui est revenu avec une récurrence des symptômes. Il se connaît bien, on l'a déjà redilaté 2 ou 3 fois. Vous voyez que sur le scanner de contrôle, on objective une neurosténose à l'exterminaison du stent qui a pu être redilaté simplement au ballon simple. Voici le franchissement de la lésion, la dilatation au ballon et la restauration de la lumière K. Deuxième situation, les chaînes de dialyse à l'aval, donc sténose cave en aval d'un chaîne de dialyse sur le retour veineux. Et là encore, le traitement endovasculaire est considéré comme le traitement de première intention. Quels que soient les résultats au long cours, ils seront moins bons qu'en cas de sténose par fibrose médiastinale, mais c'est le traitement endovasculaire qui doit être proposé et dans cette situation, il nous semble que le stenting est plus souvent nécessaire en utilisant dans notre pratique le plus souvent un stent non couvert, mais certains auteurs ont pu être amenés à utiliser les stent grafts. Ça coupe quand même le problème de la confluence avec la veine azygote. Voilà une situation de ce type avec, vous le voyez, un shunt de dialyse brachial droit, un retour veineux qui se fait de façon un peu compliquée en utilisant le tronc veineux innominé gauche, puis la veine cave supérieure. C'est donc une occlusion courte du tronc veineux innominé droit qui a pu être ici stenté avec un bon résultat. Troisième situation, les sténoses sur cathéter veineux central. Là, il faut se rappeler en particulier pour les malades qui ont été dialysés par des cathéters de canaux, des cathéters centraux, que le traitement endovasculaire des sténoses caves doit être proposé avant la mise en place de la fistule de dialyse. C'est facile techniquement à mettre en œuvre. Une autre situation est celle des patients porteurs d'un pacemaker. Il faut si on doit envisager un stenting, enlever les électrodes. Quand on a affaire à une sténose simple, on peut dilater au ballon simple l'électrode en place et ça suffit parfois. Enfin, quand on a affaire à des cathéters veineux centraux, il vaut mieux les mobiliser avant de dilater. Les résultats sont un peu supérieurs à distance que dans le cas de
la fibrose médiastinale avec un taux de réintervention qui est moindre, mais je répète, l'espérance de vie de ces malades est plus limitée que ceux qui ont une fibrose médiastinale primitive, qui ont une excellente espérance de vie. Voilà une situation de ce type avec donc une femme qui est en rémission d'un cancer du sein. Elle a eu un porte-à-4 et il y a eu une thrombose de la veine jugulaire. Là, on voit une sténose qui est liée manifestement à l'accès vénère central antérieur. On l'a prédilatée au ballon simple et on s'en est tenu à cette dilatation au ballon. Le résultat nous paraissait suffisant. Une revue récente de la littérature a comparé stent couvert et non couvert pour les sténoses bénignes de la veine cave supérieure, qui nous indique que les deux variétés de stents peuvent être utilisées. Les stents couverts seraient un peu plus efficaces, avec donc moins de récurrence des symptômes qu'avec les non couverts. Il faut se poser la question quand même de la possibilité de redilater à l'intérieur du stent. Bon, à l'intérieur d'un stent non couvert, c'est possible. Il y a moins souvent de resténose, mais dans notre pratique, dans notre clinique quotidienne, nous continuons à utiliser des stents non couverts dans cette situation, même si il est prouvé aujourd'hui que les stents couverts ont un intérêt. Reste-t-il une place pour la chirurgie, pour la prise en charge de ces sténoses caves supérieures d'origine bénigne en particulier? Eh bien, oui, cette chirurgie doit être proposée en cas d'échec du traitement endovasculaire quand il n'a pas pu être réalisé. Et ces auteurs nous précisent qu'il faut réaliser des reconstructions courtes pour des segments occlus de dimension limitée en utilisant soit des veines, soit du PTFE, mais en évitant les pontages trop longs. Dernière situation très particulière qui correspond à des jeunes patients qui ont bénéficié d'une chirurgie cardiaque pédiatrique, jeunes ou moins jeunes quand ils vieillissent. Cette indication est moins fréquente et vous voyez que cet auteur a pu réunir une série très très impressionnante de 637 patients présentant une sténose cave supérieure sur près de 140 000 patients traités en chirurgie cardiaque pédiatrique. Dans cette situation, eh bien, comme tout à l'heure pour les sténoses bénignes médiastinales, eh bien, 1 sur 2 a été stenté par rapport à une dilatation au ballon simple. Ce stenting serait quand le stenting est réalisé, eh bien, il y aurait un peu moins de réintervention qu'en cas de dilatation au ballon simple, mais ces réinterventions après ballon simple surviennent dans les 6 mois qui suivent le geste. S'il n'y en a pas eu dans les 6 premiers mois, il n'y en aura pas plus qu'après le stenting. Donc, là encore, on propose de faire une prédilatation au ballon. On regarde quel est le résultat. Si ça ne suffit pas, on implantera un stent. Voilà, j'en ai terminé. Mes messages principaux sont les suivants. Sténose bénigne, traitement par stenting quasiment systématique, direct, qui peut être complété par une dilatation au ballon simple, et nous utilisons un wall stent. Quand on a affaire à des sténoses bénignes, les sténoses malignes étaient plus fréquentes, je répète, mais les sténoses bénignes qui sont plus rares, il faut essayer d'éviter le stenting systématique qui doit être utilisé simplement après un échec, un recoil ou une resténose, en se rappelant que dans le cas de ces sténoses bénignes, on aura l'impression que le traitement endovasculaire a des résultats moins bons à distance, mais c'est parce que les malades sont suivis beaucoup plus longtemps. Je vous recommande, bien sûr, évidemment, de maintenir le capital veineux de ces malades pour lesquels il doit pouvoir être possible de mettre en place un jour un porte-à-4 pour une pathologie tumorale ou une fistule de dialyse. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr disponible pour vos questions maintenant en vidéo directe.